C'est peut-être brutal et difficile et c'est triste pour les Blancs qu'on vire parce qu'ils sont Blancs, mais c'est inévitable si on veut construire une société plus juste. Évidemment, j'aurais envie de dire à ceux qui, par ailleurs, sont Blancs et qui tiennent ce discours, mais donnez l'exemple, chers amis, donnez l'exemple. Éjectez-vous dès maintenant du système pour faire de la place à la diversité. Sinon, vous versez entre l'inconscience et l'hypocrisie. Si vous tenez ce discours sans cesse en expliquant que les Blancs doivent décamper, eh bien, soyez les premiers à le faire. Sinon, fichez-nous la paix. Mais ce qu'on voit avec ça, et pour moi c'est fondamental, c'est cette grande inversion dont nous sommes témoins aujourd'hui. Si vous vous intéressez, vous n'êtes pas obligé de le faire, je le fais pour d'autres, à l'antiracisme américain, ce néo-antiracisme américain. On va vous expliquer qu'est-ce qui est le plus grand danger raciste aujourd'hui. Est-ce que ce sont les mouvements d'extrême droite, comme on dit aux États-Unis, des suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, ses héritiers? Non. On considère ça que c'est le racisme à papa. C'est pas très dangereux. On va nous expliquer que le véritable danger raciste aujourd'hui, c'est le refus de tenir compte de la race. Parce que refuser de tenir compte de la race, ça nous rendrait aveugles aux structures de domination raciale dans nos sociétés et ça légitimerait derrière l'universalisme, derrière la République, derrière la figure de l'individu, derrière la nation, le pouvoir de la suprématie blanche. Et là, vous me direz, la suprématie blanche, le Ku Klux Klan, l'apartheid, l'Allemagne nazie. Mais non, la France républicaine. Pourquoi? Pourquoi la presse anglo-saxonne, progressiste, style New York Times, qui est un peu la Pravda de la diversité aujourd'hui, s'en prend autant à la France? Parce que la France refuse de se penser en termes raciaux. La France se pense en termes nationaux, en termes culturels, en termes universels, en termes individuels. Donc l'individu, la nation, la culture, on peut devenir français. On peut être noir, mauve, jaune, orange avec des petits points bleus. En dernière instance, en adhérant à la culture française, on peut devenir français. Mais la résistance de la France aujourd'hui à ce discours racialiste, à cette obsession de la diversité qui masque en fait tout simplement une forme de haine anti-occidentale, la résistance de la France n'est pas tolérée. Et c'est pour ça qu'on a une forme de bombardement symbolique dans la presse anglo-saxonne contre la France, comme si on voit chez elle le village d'Astérix qui refuse de céder devant ce langage racialiste. Vous noterez aussi que dans les grands journaux américains, on accueille à la manière de réfugiés politiques et idéologiques les militants indigénistes les plus radicaux qu'on trouve en France et qui sont accueillis comme tout autant de Solzhenitsyn de la diversité dans le New York Times et le Washington Post. De ce point de vue, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a un véritable empoisonnement idéologique des sociétés occidentales par le racialisme américain. Alors justement, ce sera ma dernière question sur ce sujet ce soir. Une réponse assez rapide, si vous voulez, Mathieu Bock-Côté. Une telle chose est-elle imaginable aujourd'hui en France? Vous allez pouvoir aussi, bien sûr, répondre Arthur de Latrigan. Oui, hélas. Hélas, la France résiste à tout ce discours, à ce discours d'inquisition raciale, mais il progresse néanmoins. Dès 2009, on pouvait trouver une grande figure de l'entreprise qui pouvait expliquer si je dois choisir entre un mâle blanc de plus de 50 ans et quelqu'un d'autre, bien, je ne vais pas choisir le mâle blanc. Discrimination raciale et sexuelle revendiquée, mais puisqu'elle vise la bonne catégorie, le méchant du moment, l'homme blanc hétérosexuel, eh bien lui, il peut dégager. Encore, Arthur a évoqué au César une actrice qui arrive en disant « Je compte les noirs, je compte les blancs dans la salle ». Mais est-ce qu'on se rend compte que c'est une logique de comptabilité raciale et tout le milieu artistique applaudit, voit une manifestation de progressisme et d'évolution. Et on pouvait, oui, je l'ai dit, quand on regarde le traitement de la nouvelle dont on parle aujourd'hui ailleurs dans l'espace public, on va nous expliquer que virer les Blancs, ça peut être difficile, mais c'est nécessaire pour que le règne de la diversité advienne. De ce point de vue, ce discours mort en France, mais au moins la France résiste à la différence d'autres pays. De ce point de vue, il y a une résistance française contre le racialisme. Arthur de Latrigan, juste pour conclure. Juste pour conclure, ma question c'est quelle est l'étape d'après? Est-ce qu'on va avoir une justice à géométrie variable en fonction de vous êtes noir ou vous êtes blond? Est-ce qu'on va légitimer la violence, voire même pire le meurtre en fonction de si vous êtes blanc ou est-ce que vous êtes noir? Est-ce qu'on va faire des quotas dans les prisons? Alors on sait à peu près qui peuple la prison aujourd'hui. Est-ce qu'on va en enlever pour la remplacer par des blancs à l'intérieur au nom de l'émancipation? Voilà, à partir du moment où une journaliste elle a dit il va falloir en passer par là, à savoir que le racisme est nécessaire et bien pour arriver à quelque chose de meilleur, tout est possible derrière. Voilà pour le premier thème de l'émission de ce soir. Le deuxième thème, même s'il n'est pas encore candidat, tout le monde ne parle que de lui. Lui, c'est Éric Zemmour. Il a commencé son tour de France pour présenter son dernier livre. Dans le même temps, il y a celles et ceux qui veulent le combattre, comme cette journaliste de France Inter, journaliste satirique, c'est comme ça qu'elle se présente. Voilà la vidéo qu'elle a postée il y a maintenant quelques heures sur son compte Twitter. Ça a fait réagir. Il y a un petit jeu à faire avec les affiches de Ricou partout en France.
très simple, un petit marqueur. Voilà. C'est quand même plus original que ça, quoi, tu vois. C'est plus marrant. Voilà. C'est un petit jeu à faire très très simple. Très très simple, dit-elle. Mathieu Bock-Côté, votre réaction? C'est une bêtise himalayesque. C'est d'une imbécilité triomphante. C'est-à-dire, on voit bien la scène, et cette journaliste qui se présente comme... qui est une humoriste, je crois, mais elle est aussi drôle qu'un confinement covidien. Eh bien, cette dame décide d'hitlériser Éric Zemmour, qui, je lui rappelle au cas où il l'oublierait, au temps d'Hitler, Éric Zemmour était destiné à la fois aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Mais apparemment, l'indécence n'a plus de limite et on se permet d'hitlériser Éric Zemmour. Pas le critiquer, pas faire une discussion de ses travaux, pas dire sur ça il a raison, sur ça il a tort. Non, l'hitlériser. Mais ce n'est rien d'autre qu'une expression caricaturale. D'abord, de la pauvreté de l'imaginaire historique de toutes ces espèces de journalistes militants qui, dans leur esprit, ne connaissent de l'histoire que la Deuxième Guerre mondiale, ne connaissent de l'histoire que la figure d'Hitler, et en dernière instance, dès que quelque chose leur déplaît au temps présent, ils le rabattent sur Hitler. Ils les amalgament à Hitler. Ils amalgament à la Deuxième Guerre. Ils amalgament aux nazis. On nazifie aujourd'hui, sans gêne, Éric Zemmour. Mais tout ça, ce qui est intéressant à travers ça, c'est que ça nous en dit beaucoup sur les techniques de diabolisation qui sont encore très présentes dans le débat public, des techniques qui relèvent de l'ostracisme, du bannissement public. Parce que si vous avez vraiment Hitler devant vous, mais on ne va pas débattre, il faut immédiatement lever une armée. Si on a vraiment les nazis devant soi, on ne discute pas avec les nazis, comme dit Woody Allen, on prend un point américain. Eh bien non. On construit le monstre, on construit l'infréquentable, on le marque, on cherche à le stigmatiser, on cherche à le marquer au fer rouge de l'infréquentabilité. On crée les conditions d'un rejet tel qu'il devient légitime non seulement de le maudire, mais de refuser la possibilité même de débattre avec lui. Et refusant la possibilité de débattre avec lui, on s'épargne la tâche de débattre avec lui. Je serais curieux de voir cette dame débattre avec Éric Zemmour. À quoi ressemblerait le débat? Ça serait intéressant. Mais puisqu'on l'hitlérise, on peut s'extraire du débat. Mais les techniques de diabolisation sont nombreuses. C'est l'assimilation à l'extrême droite. Je le disais il y a quelques semaines ici, c'est l'assimilation aux odeurs nauséabondes, c'est l'argument olfactif. C'est l'assimilation au populisme, quelquefois. C'est l'utilisation pour le caractériser de « voici le polémiste réactionnaire d'extrême droite xénophobe ». Ainsi présenté, on comprend, c'est d'une manière, quand on présente quelqu'un comme ça, c'est une manière de dire « attention, chien méchant ». Ne parlez pas avec lui, il est dangereux, il jappe, il mord, il a la rage. Moi, je suis exaspéré par ces techniques de diabolisation qui abolissent la possibilité même du débat public, qui abolissent la possibilité d'un désaccord civilisé, qui abolissent la possibilité de la conversation démocratique. Et tout ça, bien évidemment, au nom d'une tolérance qui ne tolère qu'elle-même. J'appelle ça, moi, la bien-pensance. Finalement, la bien-pensance refuse aujourd'hui donc de débattre systématiquement avec Éric Zemmour. Au-delà de lui, je pense que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'une partie de ce qu'on appelle le progressisme, une partie de la gauche, ne tolère pas de ne plus maîtriser l'ensemble des paramètres du débat public. Ce qui a été le cas pendant 20 ou 30 ans. Oh, bon, plus que ça. Pourquoi une partie significative de cette gauche a une crise d'apoplexie dès qu'elle entend CNews? Parce que elle n'accepte pas que le débat se configure dans d'autres termes que ce qu'elle propose. Le pluralisme. Elle nomme chaîne de droite la simple présence du pluralisme. Le pluralisme, j'entends la possibilité que plusieurs points de vue se confrontent et acceptent cette conversation sans pour autant en venir au point, donc, mais sans non plus croire qu'on doit tous communier à la fin sur le même point de vue. Une partie de la gauche a tendance à nommer discours haineux toute remise en question de ses préférences. Elle accepte de débattre avec quelqu'un à condition que cette personne soit d'accord avec elle au tout début. Donc, pour peu qu'on se mette d'accord sur les mêmes principes, ensuite, on peut dire on les applique un peu plus, un peu moins, on les radicalise, on les modère, mais on est tous dans le même univers moral, mental, des mêmes principes. Mais si quelqu'un remet en question la vision de l'histoire, la vision des événements, la vision de la société, les principes qui commandent ce progressisme véritablement qui fonctionne à la logique d'inquisition, eh bien, on l'accuse de tenir systématiquement des propos haineux. On le xénophobise, on l'infréquentabilise, on l'extrême droitise. Une bonne partie du travail intellectuel de la gauche depuis 50 ans consiste à expliquer pourquoi elle ne doit pas débattre avec ceux qu'elle n'aime pas, pourquoi elle ne doit pas débattre avec ses adversaires qu'elle traite comme des ennemis, pourquoi on doit légitimer le bannissement des points de vue qui ne correspondent pas à ses préférences. Et je pense que c'est un des principaux obstacles
un renouvellement de la vie démocratique dans le monde occidental aujourd'hui, et en France en particulier, cette prétention de confisquer le débat, de le cadenasser, de toujours en appeler à l'exclusion de celui qui ose contredire le discours dominant. Et je ne dis pas ça ensuite pour dire, on est d'accord avec... On peut faire la liste des affirmations de M. Zemmour, on est d'accord avec ci, on est désaccord avec ça. On peut débattre intelligemment. Mais tout le travail intellectuel de cette mouvance consiste à théoriser l'exclusion du contradicteur, consiste à expliquer pourquoi on ne doit jamais débattre avec lui. On va même en trouver d'ailleurs pour dire qu'on doit le chasser des médias. On en trouvait plusieurs pour dire qu'il fallait le chasser de sa tribune ici. Il y a ce désir de la purge, ce désir de l'éradication du débat public. De ce point de vue, c'est antidémocratique.